C'est quoi les congés payés? C'est le début des grandes vacances, et comme toi, tes parents vont avoir des jours de repos. On dit qu'ils prennent leurs congés. Durant cet été, ils ne vont plus travailler pendant 1, 2, 3 semaines. Mais heureusement, ils toucheront toujours leur salaire. Comment ça? On peut être en vacances et continuer à être payé? Eh oui, car depuis 1936, une loi autorise les salariés à prendre des congés tout en percevant leur salaire. À cette époque, de nombreux Français sont ouvriers. Leur seul jour de repos est le dimanche, et ils ne partent jamais en vacances. Même les écoliers, qui eux ont des vacances, passent l'été à travailler dans les campagnes, pour les moissons ou les vendanges. L'arrivée du Front populaire au pouvoir, un parti politique proche des ouvriers, améliore la vie au travail. Le 7 juin 1936, ce parti vote une loi qui donne droit à 2 semaines de congés payés chaque année à tous les salariés. Du jamais vu. Les Français découvrent alors le bonheur de partir en famille ou tout simplement de se reposer. Au fil des années, les salariés ont acquis de plus en plus de congés payés, leur permettant de voyager ailleurs, en France ou à l'étranger. Le tourisme est né. Aujourd'hui, un Français qui travaille a droit en moyenne à 2,5 jours de congés payés chaque mois, soit 5 semaines de vacances en tout. Certains métiers, comme professeur ou médecin, en ont plus, ou un peu moins. Tu comprends maintenant pourquoi la plupart des parents n'ont pas 2 mois de vacances d'été, comme toi. C'est quoi une grève? Le mot « grève » tire son origine de la place de Grève, une plage de gravier située au Moyen-Âge au bord de la Seine, à Paris. Ceux qui n'avaient pas d'emploi venaient y chercher du travail. Faire grève signifiait alors se tenir sur la place et attendre du travail. Depuis le 19e siècle, faire grève, c'est arrêter de travailler, afin d'obtenir dans son entreprise de meilleures conditions de travail. Mais ça peut aussi être un mouvement de mobilisation où des lycéens et des étudiants cessent d'aller en cours pour protester contre des lois qu'ils trouvent injustes. En France, il y a eu des grèves célèbres, comme celle des travailleurs pour obtenir les congés payés en 1936, ou celle des étudiants contre le CPE en 2006. Le droit de faire grève a été reconnu par la Constitution en 1946. Ce sont souvent les syndicats, des groupements de personnes qui représentent ceux qui travaillent, qui décident de commencer une grève. Parfois, il n'y a pas d'autre solution que la grève, car il n'y a plus de dialogue entre les salariés et leurs responsables. L'entreprise cesse alors de fonctionner, et cela oblige ceux à qui elle appartient, des personnes privées ou l'État, à discuter avec les salariés. On appelle cela une négociation. Augmentation de salaire, temps de travail, organisation sont les principaux sujets de ces négociations. C'est un moment difficile pour les entreprises. Il y a souvent des tensions, car tous n'ont pas le même intérêt. Chacun explique son point de vue, et on essaye de trouver un accord. Tout le monde préfère trouver rapidement une solution. Les salariés ne touchent plus de salaire pendant la grève, et les entreprises ne gagnent plus d'argent. C'est quoi une manifestation? Une manifestation, c'est des personnes qui défilent dans la rue ou qui occupent un lieu pour exprimer leurs convictions ou leur mécontentement. Le long d'un trajet défini à l'avance, les manifestants clament des slogans et affichent leurs messages sur des banderoles. Mais pourquoi descendre dans la rue pour faire entendre un message? Parce que se rassembler pour défendre une cause lui donne plus de poids. Plus on est nombreux à être du même avis, plus ça pèse. Par exemple, quand les étudiants ne sont pas d'accord avec une nouvelle loi sur l'université, ils manifestent. C'est mieux que de protester chacun chez soi. Une manif, ça se remarque, et on en parle dans les journaux. Comme ça, le reste de la population est au courant de cette revendication et peut se faire un avis. C'est ce qu'on appelle influencer l'opinion publique. Mais une manifestation s'adresse surtout au gouvernement. C'est un acte politique. En France, une manifestation est autorisée tant qu'elle ne trouble pas l'ordre public. La police y veille. Les organisateurs doivent prévenir les pouvoirs publics pour que la manifestation soit légale et se déroule en toute sécurité. Certaines manifestations sont entrées dans l'histoire, comme celle de mai 68, qui voulait changer la société française. Le droit de manifester est le signe qu'on vit en démocratie. On a le droit de ne pas être d'accord et on a le droit de le dire. Car malheureusement, dans certains pays du monde gouvernés par un dirigeant autoritaire, les gens n'ont pas le droit de s'exprimer, ni seuls, ni à plusieurs. Pourquoi on ne travaille pas le dimanche? Dans la Bible, on dit que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e. Or, pour les chrétiens, le 7e jour, c'est le dimanche. Le dimanche, depuis des siècles, les croyants pratiquent leur religion, puis se reposent de la semaine écoulée. Bon, depuis 1905, la France est un pays laïque. L'Église et l'État n'ont plus rien à voir. Mais on a quand même conservé le dimanche comme jour de repos. Mais au fait,
est-ce que tout le monde se repose vraiment le dimanche? En réalité, beaucoup d'endroits sont ouverts le dimanche, comme les hôtels, les hôpitaux ou les cinémas. Il faut donc des gens pour y travailler. Par contre, dans le cas des magasins, l'ouverture le dimanche reste exceptionnelle, jusqu'à présent. Pour donner un coup de fouet à la croissance, le gouvernement veut en effet permettre au commerce d'ouvrir le dimanche jusqu'à 12 fois par an. Cette idée ne fait pas l'unanimité. Les syndicats considèrent que le repos du dimanche est un acquis social auquel on ne peut pas toucher. Eh oui, le dimanche, c'est le seul jour où les travailleurs peuvent passer du temps avec leurs enfants, qui eux n'ont pas école. Mais de nombreux consommateurs aimeraient bien profiter du dimanche pour faire les magasins. C'est vrai que ce serait pratique, et ça permettrait aux commerçants de gagner plus d'argent, et donc de créer des emplois. Mais si les magasins étaient ouverts tous les dimanches, du coup, ce ne serait plus un jour de congé. C'est pourquoi beaucoup de Français veulent que le travail le dimanche reste l'exception et pas la règle. Pourquoi les écoliers français ne sont pas en vacances en même temps? C'est les vacances. Super, tu vas pouvoir en profiter pour aller voir tes cousins à l'autre bout de la France. Mais au fait, est-ce qu'ils sont en vacances? Eh oui, les écoliers français ne sont pas tous en vacances en même temps. Pour les vacances d'hiver et de printemps, la France est découpée en 3 zones. Mais pourquoi on a découpé la France en plusieurs zones de vacances? C'est en 1971 que pour la première fois, le gouvernement décide de former 3 zones de vacances appelées A, B et C. Le but? Aider l'économie du pays. Car les vacances, c'est du plaisir pour toi, mais pour d'autres, c'est un travail. L'industrie touristique, comme les hôtels, les stations de ski, avait du mal à accueillir toute la population française sur 2 semaines seulement. En décalant d'1 semaine ou 2 les départs en vacances des écoliers dans certaines régions, on a étalé leur arrivée sur les zones touristiques. Résultat, au lieu de 2 semaines pour satisfaire tous les Français, les professionnels disposent maintenant d'1 mois. Le découpage n'a pas arrêté de changer au cours des ans. En 1980, il y a même eu 28 zones de vacances. Finalement, en 1995, les zones ont été fixées et n'ont plus bougé, jusqu'à cette année à cause des nouvelles grandes régions. Car les régions se sont agrandies et les zones de vacances ne correspondent plus. Pour que dans chaque nouvelle région, tous les écoliers partent en vacances en même temps, voici la dernière carte des zones de vacances. Alors, tu es A, B ou C? Tu te poses des questions? Nous, on y répond.